Bonsoir et bienvenue dans la fabrique du mensonge. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette théorie. Brigitte Macron est née homme sous l'identité de son prétendu frère Jean-Michel Trogneux. Mais comment cette théorie est-elle arrivée jusqu'à vos oreilles? Sur quels préjugés a-t-elle pu prospérer? Et comment, jusqu'à Washington et Moscou, l'a-t-on promue pour gagner de l'argent, mais aussi pour affaiblir la France? C'est cette histoire incroyable que nous vous racontons ce soir dans la fabrique du mensonge. Une histoire dont nous décryptons la mécanique avec ses principaux protagonistes, dont certains parlent pour la première fois à la télévision. Après le documentaire, nous prolongerons la réflexion avec 3 invités, 2 conseillers en communication à l'Élysée, qui nous expliqueront comment tenter d'éteindre le feu sans risquer de l'entretenir, et une journaliste qui a rencontré récemment Brigitte Macron et évoqué avec elle cette fameuse théorie du complot. Mais pour leur place au documentaire, Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, c'est un film d'Elsa Guiol. Bon visionnage et à tout à l'heure. Une abominable rumeur prétend que la première dame est un homme. Depuis 4 ans, cette intox, elle a pris une dimension inimaginable. La rumeur lui prétend l'identité de son frère, Jean-Michel Trogneux. Pendant plusieurs années, la rumeur Brigitte Macron n'était qu'un bruit insistant qui se murmurait, parfois avec amusement. Un enfant a été enlevé. Elle s'est propagée à une vitesse infernale. L'histoire se nourrit elle-même. La moindre photo, on cherche le pli de l'entrejambe qui montrerait un renflement, voilà. Elle est devenue l'une des théories du complot les plus suivies, en France et à travers le monde. Et ses répercussions sont loin d'être anodines. Je suis pas sûr qu'on se permettrait la même chose s'il s'agissait d'un homme. C'est homophobe, c'est transphobe et c'est sexiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Derrière cette théorie, des Français que nous sommes allés rencontrer. Bonsoir à tous. Et qui n'ont pas tous les mêmes motivations. Ça fait longtemps que j'ai aucune interrogation sur Brigitte Macron. Je veux dire, je comprends pas, ça pourrait être vachement simple de apporter une preuve. Une histoire, en apparence absurde, qui réunit des antisystèmes covido-sceptiques, des influenceurs d'extrême droite, pour finalement atteindre les sphères les plus proches de la Maison-Blanche. Brigitte Macron has a penis. I'm sorry. Elle va même devenir une arme politique utilisée par des agents russes. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a mon nom associé à un article sur Brigitte Macron? Et je comprends que mon identité est utilisée par le Kremlin. Qu'à travers Brigitte Macron, il touche Emmanuel Macron, le président de la République et chef des armées. Comment cette théorie est née? Comment s'est-elle propagée? Des millions de personnes ont entendu parler de cette histoire en dehors de la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Brigitte Macron. Comment cette rumeur est devenue un enjeu d'État? Bonjour. La conséquence la plus importante, c'est d'éroder encore davantage la confiance à l'égard des institutions, des médias, du gouvernement. Jamais une histoire n'a eu autant d'ampleur. Elle a fait le tour du monde. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. Mai 2017. Emmanuel Macron est élu président de la République. La nouvelle première dame fait son entrée à l'Élysée. La France applaudit l'histoire de cette ancienne professeure de français. Brigitte Macron est issue d'une famille de la bourgeoisie amiénoise, une famille de chocolatiers. C'est une femme qui s'est consacrée à ses débuts à l'éducation de ses 3 enfants. Lorsqu'elle était mariée avec son premier époux, elle a décidé sur le tard de devenir professeure de français dans un établissement amiénois, privé catholique. Et c'est là qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, qui était scolarisé dans la même classe que sa fille aînée, Laurence. Brigitte Macron n'a pas été la prof de français d'Emmanuel Macron, mais elle a fini par faire sa connaissance dans le cadre d'un atelier de théâtre qu'elle animait dans cet établissement jésuite. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien? Il s'inscrit d'année en année. Ils ont commencé à se rapprocher puisqu'Emmanuel Macron se rendait au domicile de son enseignante pour écrire ensemble les rôles de la pièce. Et c'est à ce moment-là que leur relation aurait pris un tour différent.
Les biographies de Brigitte Macron affirment que le futur président a 17 ans au début de leur histoire d'amour. Brigitte Macron en a 24 de plus. Ils célèbrent leur mariage en octobre 2007. Ils avaient 29 et 54 ans. Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin de ce que nous avons vécu. Et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Au début de la vie politique d'Emmanuel Macron, ils se rendent compte très vite qu'il suscite beaucoup de curiosité. Ça va? Ça va. Et puis qu'il y a quelque chose aussi qui tape dans l'œil de beaucoup de Françaises, c'est que Brigitte Macron, c'est une femme d'âge mûr qui est en couple avec un homme plus jeune. Vous allez bien? Raison pour laquelle ils ont beaucoup tous les deux été mis en scène et photographiés et paparazzés au début par la presse People. Ce qui a été assez marquant dans les tout premiers déplacements présidentiels que j'ai pu suivre, c'est que Brigitte Macron, sa présence lors de ses voyages officiels faisait vraiment l'objet d'attention, parfois même de tractation de la part des pays hôtes, parce qu'un voyage où Brigitte Macron était présente n'avait absolument pas le même goût que si elle n'était pas là. C'est à ce moment-là que je me suis dit que quand même il se passait quelque chose autour de cette femme, tant sur le rôle politique qu'elle pouvait avoir à ses côtés, dans l'organisation de sa vie quotidienne, mais également comme arme de communication qui a fini par être déployée par le couple pour rallier des électrices, et ça a plutôt payé. Tristan Bromet est directeur de cabinet de Brigitte Macron. Il est à ses côtés à l'Élysée depuis le premier jour. Leur arrivée à l'Élysée donne lieu à énormément de commentaires. Emmanuel Macron est un personnage un peu atypique qui n'a pas fait de la politique toute sa vie et il arrive à l'Élysée avec son épouse qui est plus âgée que lui. Donc on n'est pas dans le schéma classique. Donc oui, il y a un intérêt particulier autour de ça. Très vite, comme beaucoup de politiques, le nouveau président n'échappe pas à une première vague de rumeurs. La presse à scandale le sait depuis très très longtemps, les paparazzis le savent depuis très longtemps. Ce qui attire une partie de la population, une partie importante, c'est les histoires de sexe, de pouvoir. Emmanuel Macron n'est pas le premier président de la République visé. Georges Pompidou, sa femme, qu'on a mêlée à l'affaire Markovitch. En 1969, en pleine campagne présidentielle, l'affaire va se déplacer vers un tout autre terrain, politique cette fois. C'est la femme de Georges Pompidou qui est en ligne de mire. Les révélations et les manipulations se succèdent. Pour toucher le candidat Pompidou, on s'attaque à ce qu'il a de plus cher. Il y avait des photos qui avaient été truquées avec des partouzes, des choses absolument horribles. Ça n'avait qu'un but, c'était l'atteindre politiquement. Plus de 40 ans après, dès le début de sa campagne, on prête à Emmanuel Macron une relation avec Mathieu Gallet, alors patron de Radio France. Emmanuel Macron étant en couple avec une femme plus âgée, c'est qu'il aimait les hommes. C'est là-dessus qu'étaient assises les rumeurs. Il y a une forme d'agisme et de misogynie à considérer qu'un homme normal, selon les critères de l'opinion française, ne serait pas en capacité d'être en couple avec une femme plus âgée. Rumeur qu'il finira même par démentir, ce qui était assez surprenant. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. L'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, proche du couple présidentiel, s'interroge encore sur cette rumeur. Emmanuel Macron a démenti ces faits qui lui étaient imputés. La rumeur n'a pas pris, on peut se demander si c'est parce que cette rumeur n'a pas pris qu'on est allé attaquer Brigitte. Très vite, Brigitte Macron a été prise pour cible avec en filigrane le reproche d'une femme qui serait déconnectée des préoccupations des Français. Vous avez eu une pétition
en 2017 contre Brigitte Macron. Parce qu'elle était à l'Élysée, et il y a des gens qui pensaient qu'elle ne devait pas être là, elle utilisait de l'argent public. Vous avez très rapidement aussi eu une pétition contre la taille de ses jupes. Donc vous avez tous ces éléments-là. Ils ne sont pas arrivés en cours de premier quinquennat ou deuxième quinquennat, ils sont arrivés dès le début. Il y a beaucoup déjà de rumeurs sur Internet, de ricanements autour de Brigitte Macron, qui est beaucoup plus vieille qu'Emmanuel Macron, elle a 24 ans de plus. Son physique est moqué, on la compare à un singe, on la compare à Patrick Juvet. Enfin, il y a déjà des caricatures autour de cette femme. Et il y a aussi déjà des mystères sur leur histoire. Certains commencent à s'exprimer sur le passé de la Première Dame, sur l'âge de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Ce n'est alors qu'un bruit de fond, une défiance sourde. Quand sa relation a été officialisée, dans sa ville, il y a eu des moqueries, il y a eu des lettres anonymes, il y a eu des commentaires. Elle savait qu'une fois que le couple allait être un peu plus médiatisé, ce genre de choses, ce genre de commentaires pouvaient revenir. Le mandat à peine entamé, 2 événements vont tout accélérer. Gilets jaunes, pandémie. On est dans une augmentation continue de la défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de toute forme de pouvoir. Brigitte Macron, épouse du président de la République française, ici ne va pas échapper à toutes ces théories du complot anti-élite. Parce que Brigitte, c'est la tout cœur d'Emmanuel Macron. Et si on démolit Brigitte, eh bien naturellement, on démolit Macron. Parmi ces rumeurs, une en particulier va prendre une ampleur spectaculaire sur les réseaux. Brigitte Macron aurait effectué une transition de genre. Elle serait Jean-Michel Trogneux, son propre frère. Derrière cette théorie, une femme, vivant en Charente-Maritime, âgée d'une 50aine d'années. Elle s'appelle Natacha Ray. D'elle, nous ne connaissons que 2 photos. Nous savons qu'elle a travaillé pour un site de produits naturels et qu'elle se présente désormais comme journaliste. Elle est le point de départ d'une affaire qui ne cessera de se répandre jusqu'à devenir une affaire politique. Pour comprendre son obsession, Emmanuel Anison l'a suivie pendant plusieurs mois. Natacha Ray, elle a 51 ans à ce moment-là. Moi, je finis par la rencontrer au bout de quelques mois d'échange. Je découvre une femme qui, au départ, vient d'une famille tout à fait lambda, un petit bourgeois de province, voilà, qui, elle, rêvait d'une carrière artistique, qui écrit des chansons, des poésies, qui adore Lamartine et autres poètes français. Elle ne regarde plus la télé, elle ne lit pas les journaux, elle s'informe sur Internet. C'est quelqu'un qui a décroché peu à peu, au fur et à mesure des scandales, et des vrais scandales pour le coup, des scandales pharmaceutiques, des scandales politiques, des scandales sexuels. Qui savait qui a laissé faire? Tout ce qu'on a connu autour, je sais pas, du sang contaminé, du Mediator. C'est l'un des plus gros scandales sanitaires ici en France. L'affaire du Mediator revient... Pour elle, tous ces scandales montrent qu'il y a un problème avec les élites. C'est quelqu'un qui a écrit des choses assez violentes au moment des Gilets jaunes. Et le Covid a achevé de faire basculer cette défiance dans une forme de complotisme avéré. Malgré plusieurs relances, Natacha Ray a refusé de nous rencontrer. Son avocat, Maître François d'Anglehan, connu pour avoir défendu l'humoriste multicondamné Dieudonné, s'exprime en son nom. Natacha Ray, c'est une personne qui s'est pris de passion pour faire une enquête, voilà, pas sur la vie privée de la charmante épouse du résident de l'Élysée, mais sur sa biographie officielle, voilà. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête, moi, là-bas, à l'Élysée. C'est encore plus mystérieux que l'histoire de la Chambre jaune, hein. Il lui a semblé, à première vue, que la biographie officielle de Madame Macron était quelque peu étonnante, qu'il pouvait y avoir des passages inventés ou inexacts. Donc elle a fait une enquête, elle s'est déplacée en province, puisque c'est une famille qui est originaire d'Amiens. Elle s'est déplacée à Amiens, elle s'est déplacée dans le nord de la France, à Arras, dans les archives
départementale qui stocke toutes les publications régionales, voilà. Natacha Ray me le dit beaucoup. Elle me dit il y a des biographies qui ont été écrites sur elle, et tous les biographes disent que Brigitte Macron, elle n'aime pas qu'on parle de son passé, qu'il y a un blackout sur son passé. Et ça, c'est ce qui fait que, dès le départ, elle creuse. Les conclusions de son enquête tiennent dans le fait qu'elle estime qu'il y a eu potentiellement une transition de genre. C'est sa thèse, hein. Après plusieurs mois de recherche, Natacha Ray n'a plus qu'un objectif, être publiée. Au printemps 2021, elle contacte Mediapart et Le Canard enchaîné, mais les deux médias ne donnent pas suite. Natacha Ray décide de se rapprocher d'un journaliste d'extrême droite, Xavier Poussard. Elle le persuade de diffuser les éléments de son enquête dans Faits et Documents, la lettre d'information qu'il dirige. Quand cette affaire sort, Faits et Documents, c'est une lettre confidentielle qui est très connue à l'extrême droite, qui est connue auprès un peu d'une vieille extrême droite ou d'une extrême droite vieillissante. D'avril à décembre 2021, Poussard feuilletonne son récit en 6 épisodes. Il y est question de Brigitte avant Macron, des actes civils soi-disant incohérents de ses enfants, de son premier mari soi-disant fantôme, et pour la première fois en France, il est écrit que Brigitte Macron serait née homme et pourrait être son frère, Jean-Michel Trogneux. Mais Faits et Documents, en fait, c'est quand même une feuille assez confidentielle. Ça ne va pas au-delà d'un certain cercle. Et donc, elle est déçue, Natacha Ray, parce qu'elle espérait provoquer un scandale d'État. Et puis finalement, c'est très peu relevé, cette publication. Et c'est pour ça que Natacha Ray se dit, mais moi, il faut que j'arrive à faire exploser cette affaire. Et c'est là qu'elle décide de contacter Amandine Roy, qu'elle suit sur Internet. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Ici, pas d'omerta, pas d'angle de bois, toujours pas. C'est une voyante qui fait des diatribes enflammées contre les élites politiques et notamment contre le couple Macron. Démonstration en 5 points de la fausse légalité à Macron. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Celui à qui ça continuait de bénéficier, c'est Macron encore et encore. Et Natacha Ray décide de contacter cette voyante qui accepte de lui donner de la place pour cette émission un 10 décembre 2021. Et c'est comme ça que tout explose. Ça y est. Alors à un moment, il faudra que je recharge mon iPhone. Hein. Donc j'espère qu'on m'entend pas. On est en direct. On est en direct. On est en direct. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir avec un invité. Alors déjà, bon, je peux dire bonjour quand même. Voilà. Donc bonjour. Donc je m'appelle Amandine Roy. Je suis bretonne d'origine. Je suis née à Lorient, hein, la ville du festival interceltique. Mon père était frigoriste, mais des grosses installations professionnelles. Ma mère coiffeuse, donc France tout à fait classique. Le mot le plus adéquat pour m'identifier, si vous voulez, c'est le mot médium, puisqu'en effet, tout est développé à partir de ça. Alors, en ce qui concerne mes capacités naturelles, parce que j'insiste, ce sont des capacités naturelles, j'ai l'habitude de dire que je suis full option. C'est-à-dire qu'elles sont, il y a l'image, le goût, l'odorat et le toucher. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Allez, une petite croix triplée. Ah, ça c'est le budget de la Sécu. Oh, les médicaments. Je rappelle qu'il y a 150 cartes, hein, ok? Donc c'est pas moi qui choisis. Je les tire, je les choisis pas. À l'automne 2021, quand Amandine Roy reçoit l'appel de Natacha Ray, elle se méfie. Elle pense avoir affaire à une journaliste. La stricte vérité. Donc avant votre vidéo, vous ne connaissiez pas Natacha Ray? Non, du tout. Comment elle vous contacte? Vous vous souvenez du jour où elle vous a contacté? Je sais pas comment elle a réussi à avoir mon numéro de téléphone.
Et sans vouloir vous offenser, une des premières choses qu'elle a dit, c'est journaliste. Au revoir. Et pendant plusieurs mois, comme ça, elle a galéré pour essayer de me joindre, parce qu'à chaque fois, elle se présentait comme une journaliste. Donc forcément... Puis un jour, quand même, elle a fini par dire « Non mais attendez, je suis une journaliste indépendante. » J'ai dit « Pardon, c'est quoi une journaliste indépendante ?» Et là, petit à petit, on a commencé à se parler. Alors... Du coup, j'ai fini par lui dire « Viens dîner à la maison. » Voilà. Je fais très attention à la symétrie. Ce 10 décembre 2021, Natacha Ray échange avec Amandine Roy pendant plus de 4 heures autour d'un seul sujet, le genre de Brigitte Macron. Si réellement c'est une vraie femme, c'est une femme qui a un gros problème psychiatrique. Selon Natacha Ray, la véritable Brigitte Trogneux aurait disparu enfant. Son frère Jean-Michel aurait pris son identité et les actes d'état civil auraient été falsifiés avec la complicité de l'administration. On n'a aucune photo d'adolescence, on n'a aucune photo d'elle enceinte ou avec ses enfants en bas âge et avec son ex-mari. Il y a eu des faux de fabriquer pour cette légende officielle. Brigitte serait son frère, et ça implique évidemment que tous les actes d'état civil aient été falsifiés. Il faudrait que tout le monde soit dans le complot. Enfin, le greffier, le procureur de la République, le maire, l'adjointe au maire. Enfin, voilà. Tout ça est absolument invraisemblable. Pour démontrer sa thèse, Natacha Ray s'appuie sur des interprétations personnelles de photos trouvées sur Internet, de silhouettes ou de traits physiques. Oui, la gestuelle n'est pas celle d'une vraie femme. Cette vidéo, elle est quand même franchement irregardable et assez inaudible. C'est 4 heures de logorée. Enfin, c'est. Et donc, on a réalisé l'étude complète donc de sa morphologie. Et en fait, il n'y a rien qui colle avec une femme, avec une vraie femme. Au niveau du visage, le volume de tête n'est pas celui d'une femme. Il est beaucoup plus large. Et c'est pour ça que la perruque de Brigitte se voit autant. Ah oui, la perruque de Brigitte, il y a ça aussi. Bon, allez, vas-y, c'est bon. C'est assis sur rien, ces extraits. C'est-à-dire que on dit que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, il n'y a aucune source. C'est surtout effrayant, je trouve, quand elle avance des arguments qui se veulent scientifiques. Les considérations qu'elle a sur la taille des boîtes crâniennes, sur la taille de l'ossature, etc. C'est absolument faux. On dirait un homme, on dirait... je pense que ça, c'était pendant la transition. On sait juste que c'est destiné à blesser et atteindre une femme dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. C'est honteux et c'est un peu triste aussi, parce que ça semble absolument délirant que des gens puissent acheter les propos que je viens d'écouter. Si ma thèse est la bonne et qu'elle est Jean-Michel, eh bien forcément, elle n'est pas la mère des enfants, mais le père. Brigitte Macron ressemble à son frère. Donc c'est son frère. C'est la première fois, visiblement, qu'une sœur ressemble à son frère. Il y a un Jean-Michel Trogneux qui existe vraiment, qui habite Amiens, qui est donc le frère officiel de Brigitte Macron, mais qui est d'une très très grande discrétion. Moi-même, je l'ai croisé, je suis allée voir Amiens. On a son visage, il était là le jour d'investiture de Emmanuel Macron. Il y a des photos de lui à l'Élysée. Brigitte est à côté de lui. Il est vivant. Jean-Michel Trogneux est vivant. Et les enfants de Brigitte savent que Jean-Michel Trogneux n'est pas leur mère. Non mais on en est là. Vous voyez, c'est ubuesque, c'est surréaliste de devoir dire des choses pareilles. Depuis le début de l'affaire, Jean-Michel Trogneux refuse de s'exprimer publiquement sur ce sujet. Des tonnes de théories se sont développées du coup autour de lui, et reste la question de pourquoi s'est-il tu ? Et on peut juste estimer que Jean-Michel Trogneux n'a pas envie de parler de ça, et qu'il n'a clairement pas envie d'être sous les caméras et devant les micros. J'avais peur que tout le monde foute le camp, puis qu'on n'ait plus personne. Regarde, ils sont encore plus de 2000.
C'est formidable, c'est formidable. Et puis en plus, bon, On découvre la vidéo par voie de presse. Madame Macron n'a pas regardé les 4 heures, mais elle voit les moments les plus importants. Au début, vous regardez ça, vous pouvez quasiment sourire. On dit, dans cette vidéo, on dit que je serai mon frère, que je n'existe pas. Enfin, c'est sidérant. Et très vite, vous pouvez vous dire aussi que, voilà, je vais montrer mon état civil et puis on va passer à autre chose. En fait, vous vous rendez compte aussi que vous avez affaire à des gens particuliers qui ne croient à aucune preuve et qui, à chaque fois, vont vous en demander plus. C'est-à-dire, OK, montrez-moi une photo. Ah non, mais la photo, c'est l'intelligence artificielle. Non, faites un test ADN, mais pas en France. Parce que les laboratoires appartiennent et sont plus ou moins liés au pouvoir. Faites-le à l'étranger, peut-être en Russie. Et donc vous voyez que vous rentrez dans une spirale et c'est sidérant. En quelques jours, la vidéo qui popularise la théorie Jean-Michel Trogneux atteint des scores inattendus. Plus de 450 000 vues. Nous, on était juste sidérés parce que on se tenait au courant, on voyait le truc qui montait, on se disait mais punaise, ça va monter jusqu'à où? Parce qu'évidemment, on était surprises toutes les deux. Et donc, on échangeait des SMS en se disant mais t'as vu? Non mais attends, à telle heure, c'est arrivé à tel chiffre. Et on a bien vu le simple buzz et la bascule entre le simple buzz et le big buzz. Un succès en ligne soudain et inédit, qui a été pendant plusieurs jours le sujet le plus partagé sur Twitter. Le hashtag Jean-Michel Trogneux tourne en boucle. Un résultat que le mathématicien David Chavalarias, spécialisé dans l'analyse de contenu sur la plateforme, observe alors en direct. Je vais vous montrer ça. En décembre 2021, on voit tout à coup un bruissement qui est devenu assez vite explosif d'une information soi-disant scandaleuse autour de Brigitte Macron. Ce qu'on voit par exemple ici, ça c'est le nombre de messages jour par jour et par communauté politique. On voit apparaître cette rumeur Jean-Michel Trogneux dans une communauté, un entre-soi numérique sur Twitter qui est habitué à la défiance envers le système, envers le gouvernement, habitué aux théories du complot et qui s'est formé pendant la pandémie de Covid-19 sur le thème de la désinformation Covid. Et donc le fait qu'elle arrive dans ce lieu-là fait que très vite, elle va se propager à l'ensemble des membres de cette communauté qui vont y voir en gros une nouvelle information, un nouveau scoop. On voit tout de suite le pic qui apparaît au 12-13 décembre 2021 et les principales communautés qui réagissent sont les communautés Florian Philippot en orange et Éric Zemmour en noir. Il y a quelques relais de cette rumeur côté France Insoumise, mais quasiment 70% appartiennent à une communauté qui est en gros une spin-off du Rassemblement national, mais version complotiste. En un laps de temps très court, les comptes de ces communautés relayent de manière synchrone le hashtag Jean-Michel Trogneux. Automatiquement, l'algorithme de Twitter repère ce hashtag comme une tendance et le recommande aux utilisateurs français de la plateforme. Si peu de personnes s'activent au même moment sur le même sujet et postent plusieurs centaines, voire milliers de tweets en quelques heures, Twitter va être leurré et donc, en tout cas à l'époque, commencer à l'afficher dans les tendances globales au niveau de la France. Et c'est comme ça que le hashtag Jean-Michel Trogneux, à l'époque, est resté ce qu'on appelle en top tendance pendant 3 jours, ce qui est assez exceptionnel. Résultat, des utilisateurs qui n'ont pas cherché à voir ce contenu y sont exposés. La thèse Jean-Michel Trogneux sort de son cercle initial pour se répandre massivement. En quelques semaines, Natacha Ray et Amandine Roy ont fait d'une simple rumeur à bas bruit une théorie du complot argumentée et massivement partagée. Pour la première fois, l'Élysée va publiquement réagir. Madame, monsieur, bonjour. À la veille d'une grève dure dans les écoles, les parents s'organisent. 12 janvier 2022. Bonjour Brigitte Macron. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mois après la diffusion de la vidéo de Natacha Ray et Amandine Roy. Bonjour Jacques Legros, merci de me recevoir. La première dame, en pleine campagne sur l'opération des pièces jaunes, est reçue sur le plateau de TF1. Toujours les enfants qui collectent... En loge, le journaliste lui indique qu'il va lui poser des questions sur Pièges jaunes et également sur l'actualité. Et l'actualité à ce moment-là, c'est effectivement cette vidéo qui fait beaucoup parler. Et Madame Macron dit oui, bien sûr, je vais répondre à votre question.
Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Dès janvier, sur TF1 puis sur RTL. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux récemment. Brigitte Macron dit qu'elle va porter plainte, se justifie déjà sur le fait qu'elle n'est pas un homme, qu'on attaque sa généalogie. Je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Ça l'affecte parce que les petits-enfants, certains ont été embêtés à l'école en disant ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère, c'est ton grand-père. Des membres de la famille de Brigitte reçoivent dans des boîtes aux lettres des lettres anonymes sur cette affaire. C'est pas rien. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je suis pas audible. Alors que son mari entre en campagne pour sa réélection, la défense de Brigitte Macron se retourne contre elle. La théorie ne s'éteint pas, au contraire même. Face à une rumeur, en réalité, il n'y a aucune bonne solution. Que l'on réponde à la rumeur ou que l'on n'y réponde pas, dans tous les cas, les personnes persuadées que cette rumeur est vraie trouveront là une preuve de leur croyance. Puisqu'ils essayent de démentir cette théorie du complot, c'est bien que nous touchons la vérité, c'est bien que nous avons dévoilé au grand public une vérité cachée. Après les interviews de la Première Dame, une multitude de personnes prennent le relais de Natacha Ray. Ils veulent eux aussi élucider les mystères de la jeunesse de Brigitte Macron. Un écosystème de nouveaux enquêteurs se met en place. Ils s'autoproclament les brigittologues. Alors c'est vous, Jean-Michel Trogneux? C'est nous, oui, nous sommes Jean-Michel, Jean-Brichel Trogneux, c'est nous. Des sites consacrés à Brigitte Macron apparaissent. Des pages sur Facebook, des boucles Telegram. On a des gens qui vont passer des heures à regarder des vidéos, à se demander s'il n'y a pas une bosse à son entrejambe qui signerait le fait qu'en réalité c'est un homme, etc. Là, on est dans le classique de ce qui se passe dans la construction d'une théorie du complot. Parmi leurs arguments phares, certains prétendent que le premier mari de Brigitte Macron, André Ozière, le père de ses 3 enfants, aurait été inventé pour cacher la transition de la Première Dame. Pour le prouver, les brigittologues s'appuient sur 2 photos de cet homme, prises à 45 ans d'écart. Une, le jour de son mariage avec Brigitte Macron, en 1974, et une autre, sur le faire-part de son décès en 2019. Selon eux, ces images sont suspectes. Il ne peut s'agir du même homme. Bon, je l'agrandis. Le visage de l'homme qui apparaît sur le faire-part de décès de André Louis Ozière, c'est le monsieur qui est en slip de bain sur une plage. Donc déjà, c'est, je sais pas, c'est un peu extravagant. Peut-être que ce sont des originaux, hein, après tout. Mais... bon, enfin, la personne n'est pas du tout, mais pas du tout, l'homme qui est sur la photo, censée être photo du mariage entre Brigitte Trogneux à l'époque et André Louis Ozière. Un point très simple, l'un est complètement chauve et l'autre a une chevelure luxuriante. Mais vous aviez... Pardon, hein, mais vous aviez des cheveux quand vous aviez cet âge-là? Ça arrive qu'on ait des cheveux jeunes et plus de cheveux... Oui, ça arrive, oui. C'est pas le même visage. Les brigittologues ont tous le même objectif, prouver que Brigitte Macron est un homme. Cette pratique a un nom, la transvestigation. Transvestigation, c'est la contraction de transgenre et d'investigation. Derrière cette théorie, il y a l'idée que les élites, évidemment, nous mentent et que parmi ces mensonges, l'un des mensonges presque ultimes est de cacher son genre. La classe dirigeante ou une élite serait en réalité composée majoritairement de personnes trans dans le show business, dans les personnalités politiques, etc.
La transvestigation, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui en revanche est en train de prendre de l'ampleur. Brigitte Macron n'est pas la première à souffrir de ce type d'attaque. Aux États-Unis, c'est un phénomène assez récurrent, la transvestigation. No wonder thousands of people are convinced Taylor Swift is hiding something. Halle Berry is indeed a man, a transsexual, an Illuminati tranny. Avec des blogueurs, des influenceurs qui vont se répandre sur les réseaux sociaux pour, il y a déjà un moment, attaquer Michelle Obama, épouse de Barack Obama. Michelle Obama or Michael Obama. Appeared to have a very large penis in her pants. Her shoulders are wide. Her face is very, very masculine. She looks like a tranny. Il y a quelque chose, en fait, dès que les femmes ne sont pas dans un rôle secondaire, de second plan, entièrement soumises à leur mari, dès qu'on les pense trop puissantes, notamment dans des lieux de pouvoir, c'est pas des vraies femmes. Et puis il y a quand même une démarche à questionner dans la fabrication de la preuve. On est prêt à prendre n'importe quoi, n'importe quel extrait, et à lui faire dire ce qu'on veut, finalement. Le psychisme est déjà féminin. Comme le témoignage de cette femme trans diffusé à la télévision en 1977. En ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Et relayé sur ce site complotiste consacré à l'affaire. Pour ces brigittologues qui s'improvisent experts en analyse audio, Véronique, que l'on entend ici, en l'occurrence moi, serait Brigitte Macron, simplement parce qu'elle aurait la même voix que Brigitte Macron. Cette comparaison de voix nous permet d'affirmer que Brigitte et la transsexuelle Véronique sont la même personne, donc que Brigitte Macron est née homme. Quand on est face à des affaires comme celle de Brigitte Macron et cette suspicion de transidentité, il y a un peu de catégories de public. Il y a une catégorie de public qui croit dur comme fer et qui du coup est dans une véritable transphobie active, de discrédit de la personne parce qu'elle serait une personne trans. Et puis il y a les gens qui n'y croient peut-être pas sincèrement au fond, mais qui en revanche s'amusent beaucoup de la situation. Et ce public-là est tout aussi dangereux parce que derrière cette moquerie, en fait, il y a le relais de toutes les attitudes quotidiennes que subissent les personnes trans. En cette année 2022, cette transphobie ordinaire devient virale. Un enfant a été enlevé. Qui est Brigitte si elle n'est pas Brigitte? Elle est la source de rire et de moqueries dans la société. J'arrive, je veux dire j'arrive. C'est à tous les niveaux. La boulangère, votre voisin, des gens parfaitement, qu'on ne dirait pas complotistes, qui disent « ouais mais quand même, Brigitte Macron… Pour expliquer le succès de la rumeur au début, du moins, on peut penser à son aspect que certains peuvent juger amusant. Alors c'est de l'humour bête et méchant, mais qui peut prendre en effet auprès d'un certain public. Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Ils sont là avec leur guitare dans la forêt en train de chanter sur l'habitat Brigitte, faire des sketchs humoristiques autour de ça. Donc il y a un potentiel humoristique qu'il n'y a pas avec d'autres théories du complot et qui fait que je pense que plus de monde s'en est saisi parce qu'il y a un potentiel plus large en fait. C'est quasi quotidien. Tous les jours, elle en entend parler. Et elle fait aussi attention, parce qu'elle a vu qu'une simple photo pouvait être détournée, elle fait attention à sa posture, elle fait attention à ses vêtements, aux pantalons, aux jupes, aux robes. Elle fait attention à ça, en se disant « Ah, peut-être que ça va encore être détourné ». C'est bon? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Le monde marche à l'envers, le mal triomphe ouvert. Un média en ligne, en particulier sur YouTube, GPTV pour Géopolitique Profonde TV, saisit vite le potentiel d'audience. La chaîne est depuis plusieurs années incontournable dans les sphères dites alternatives. Anti-vax, pro-russe, anti-Macron, climato-sceptique et désormais brigittologue. Les médias traditionnels sont accusés de faire partie de la manipulation des élites. Donc on va voir apparaître des médias dits de réinformation, ceux qui vont donner un écho à toutes ces théories du complot. Et oui, on est comme ça ici, on se dit des trucs, bon ça va, on n'est pas à France Télé, tiens, j'ai envie de le dire. Je l'ai dit, le spectacle. Mike Borowski, figure star de GPTV, est l'un des principaux relais de la théorie.
J'ai pas été convaincu par le genre de Madame Macron. Pas du tout. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'est vrai. Je n'en sais rien, en fait. Je veux dire, cette affaire aurait pu rester dans les bas-fonds d'Internet. Et on aurait été là entre 50, 100 000 complotistes. Hein. Je revendique ce nom de complotiste, voilà. On aurait été entre 50 et 100 000 à parler et tout entre nous, voilà, mais ça ne serait pas sorti. Pourquoi c'est sorti? Parce que, d'abord, Madame Macron, sur TF1, le JT de TF1, elle surréagit, elle en parle. Pour savoir ce que les gens pensent de l'affaire Brigitte, J'ai compris tout de suite que c'est une affaire d'État, comme on en a peu, quoi, dans une vie. Mike Borowski a rejoint la chaîne à l'été 2022, 8 mois après la vidéo de Natacha Ray. Après avoir tenté une carrière politique à l'UMP et avoir été attaché parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, son parcours est emblématique d'une bascule vers le complotisme. J'ai beaucoup aimé cette vie, hein. Vraiment beaucoup, parce que j'ai fait le tour de France, j'ai connu tous les gars de ma génération de la droite, je les connais tous. Les Darmanin, Aurore Berger, tous ces gens-là, j'ai tous connus. Alors que j'étais plus gradé qu'eux en plus, pour le coup. J'ai retenu les couloirs, ce qu'il en est, comment on réussit, comment on ne réussit pas, la fumisterie. Mike Borowski, au départ, c'est un second couteau de l'UMP. Il a quelques responsabilités, mais relativement locales. Et il se présente en dissidence pour une législative dans le 93 contre le candidat officiel du parti. Et donc, on le met à la porte. J'avais 32, 33 ans, et je me suis dit, Mike, c'est chaud pour toi, tu vas pas avoir de taf, tu vas te retrouver SDF. En 2014, Mike Borowski se reconvertit. Il lance des sites internet, dont La Gauche m'a tué et Droitard méchant. Tu es une des personnalités qui monte un petit peu dans le monde de la dissidence dite de droite. Commentaires de l'actualité, titres provocateurs et opinions alternatives, il invente sa recette du succès. J'avais compris les systèmes d'algorithmes, les Facebook, les pages, et je faisais du 2 millions, 2,5 millions de visiteurs uniques par mois pendant 4 et 5 ans. Vous aurez évidemment des interviews, comme toujours. À la faveur de la pandémie de Covid-19, il a compris qu'on pouvait faire de l'argent avec le complotisme. Il est sur le terrain avec son micro. Alors avec un jeune patriote qui se mobilise... C'est pas un pass qui m'empêchera de ne pas avoir accès à certaines choses. En fait, ce que je faisais, c'est que je commentais une information du mainstream avec en plus mon avis. Et les gens s'abonnaient pour mon avis. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis bien plus influent que je n'ai pu l'être dans mes années d'avant. Moi, je le vois, même ne serait-ce... Entre 2014 et 2022, Mike Borowski parvient à agréger une communauté importante et fidèle. Il y a déjà du monde, il y a 1000 personnes. Une audience qui le suit désormais sur GPTV où il reçoit les plus grandes figures dites complotistes. Bonjour cher Thierry. Le crudivoriste Thierry Casasnovas. Tu as une poignée de main de politicien. Ou encore Dieudonné. Comment vous expliquez toute cette longévité et Francis Lalanne. Aujourd'hui, il y a un dégénéré à l'Élysée. Des invités qui reviennent régulièrement sur l'affaire Brigitte. Brigitte Trogneux. C'est quand même très intriguant cette histoire. Si ça te gêne pas, je dis le Brigitte. D'accord, dit comme ça, très bien. Entre 2022 et 2025, GPTV a consacré plus de 90 émissions sur la théorie. Des lives qui attirent à chaque fois une large audience. Nous avons recensé toutes les vidéos de la chaîne. Au total, l'affaire Brigitte Macron atteint plus de 9 millions de vues en cumulé sur GPTV. Les audiences sur Brigitte fonctionnent bien. Quand elle fait l'actualité, j'en parle. Je sais que j'aurai de l'audience, ça c'est vrai, je vais pas vous mentir. Je sais que j'aurai de l'audience avec elle, voilà. Au fil des mois, la communauté de la chaîne augmente et GPTV développe la vente de ses produits dérivés et de sa revue. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, elle est là. Je suis désolé, mais je ne connais pas du tout les gains publicitaires de la chaîne. Hein. Oui, mais donc ça vous rapporte de l'argent à titre personnel aussi, tout ça? Ah oui, ça me rapporte de l'argent, oui. Mais je suis pas bénévole, hein.
Non, on n'est pas une association, une entreprise privée, voilà. Voilà. L'affaire Brigitte Macron est devenue un sujet qui rapporte de l'argent. Et en cette fin d'année 2022, elle va devenir un outil de déstabilisation politique. Début 2023. Un nouveau mouvement anti-Brigitte Macron se met en place, avec notamment Bertrand Scholler, un galeriste, Aurélien Poisson-Atlan, un écrivain, et au cœur de cette alliance, Xavier Poussard, le journaliste d'extrême droite. Le directeur de Faits et Documents n'a jamais cessé de s'intéresser à l'affaire. Au contraire. Poussard, avant d'être propulsé au firmament du complotisme international et de devenir le brigittologue en chef, il est assez méconnu du grand public. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à tout ce qui est réseau politique, économique, obsédé par la question des pouvoirs juifs, des banques juives, persuadé qu'il y a donc un état profond des pouvoirs qui, au-dessus, tire les ficelles au niveau international. Bonjour à tous. Pendant des années, à sa demande, son visage sur les vidéos est systématiquement flouté. Lors de cette conférence qui date de 2017, Xavier Poussard se tient aux côtés d'Alain Soral, multicondamné pour antisémitisme. Élie Buzyn, rescapé des camps. Il ironise sur l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et son père, déporté à Buchenwald. Et donc là, je lis juste la biographie Wikipédia quand même parce que c'est intéressant. Arrivé au camp de Buchenwald, ses pieds ont gelé. À l'infirmerie, on lui annonce qu'il faut l'amputer des 2 pieds pour empêcher le développement de la gangrène. Effrayé, il s'enfuit de l'infirmerie et retourne dans son baraquement, avec les pieds gelés. Donc là vous êtes déjà, voilà. En cette année 2023, dans cette logique de dénoncer les secrets du pouvoir, Poussard, installé en Italie, continue de consacrer des numéros de Faits et Documents à l'affaire Brigitte Macron. C'est à cette époque que Bertrand Scholler, habitué des pages de Paris Match, ancien élève de Sciences Po et de l'École des Mines, le contacte par email. Le galeriste est de plus en plus défiant vis-à-vis des autorités publiques. Bertrand Scholler, c'est un influenceur complotiste qui s'est illustré par la diffusion de théories du complot aussi diverses que variées, que ce soit sur l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, l'alunissage, la guerre en Ukraine, etc., etc. Il est loin d'être anonyme. On est sur une personne qui cumule plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter. Je m'appelle Bertrand Scholler et j'ai 56 ans. Je suis chef d'entreprise. J'ai fait beaucoup de conseils dans ma vie, conseils en stratégie. Mais depuis 13 ans, j'ai une galerie d'art contemporain et je consacre beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle de l'analyse d'informations sur Internet. Je n'ai même pas enregistré, je vous fais confiance pour ne pas faire disparaître tout ce qui est sympa et focaliser sur ce qui n'est pas. Bertrand Scholler ne cache pas ses interrogations sur le pouvoir et ses représentations. Il prend pour preuve la photo officielle d'Emmanuel Macron. La photo d'Emmanuel Macron, je vois qu'il y a des choses très étonnantes sur la photo. Il est président de la République française, il y a 2 iPhones. C'est un produit américain. Il y en a 2 qui sont couchés l'un sur l'autre. Et un iPhone, c'est un objet de verre et de métal. Et qu'est-ce qui est un objet de verre et métal qui est couché, qui a changé la face du monde? Ce sont les tours jumelles. Si vous regardez la photo, les iPhones l'un sur l'autre, en fait, ils dessinent un 11. Et au sommet du clocher de l'encrier, il y a un coq. Et il se reflète pile poil sur l'écran de l'iPhone. Comme si le coq était en train de couver un œuf. Incroyable, hein? Et donc, on a un 9 et un 11. À 9, 7 ans.
Mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Parce que vous rigolez, et je comprends que vous rigoliez. Mais ce qu'on tire de ça, c'est qu'on est dans une communication qui est millimétrée. Emmanuel Macron n'a pas fait de nouvelles photos pour sa nouvelle élection. Ça veut dire qu'il n'avait rien de nouveau à dire. La plupart des gens, depuis l'élection, disent qu'en fait, c'est Brigitte Macron qui dirige. Et c'est Emmanuel Macron qui est le pantin. C'est notamment sur ce sujet que Bertrand Scholler commence à échanger avec Xavier Poussard, qu'il vient de contacter. Xavier Poussard, il est en Italie, moi je suis en France, c'est la première fois qu'on a une conversation. Et il m'évoque ce dossier pour savoir si j'en ai entendu parler. Lui, ça devient son sujet principal. En fait, je parle à quelqu'un qui est très précis, très professionnel, très convaincant. J'avais le sentiment d'avoir quelqu'un de sincère. Depuis, Bertrand Scholler publie des contenus sur les Macron. Il est une des 10 personnes condamnées en première instance par la justice pour cyberharcèlement contre la première dame. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ce couple très étonnant qui accroît son pouvoir alors que sans cesse, tout le monde les donne finis. C'est un mystère, en fait, et j'aime pas les mystères, parce que quand on a le doigt sur l'arme atomique, c'est bien de ne pas cacher beaucoup de choses. Dans leur lutte anti-Macron, Scholler et Poussard font combat commun. Le galeriste donne même un coup de main décisif au patron de Faits et Documents. Il favorise une rencontre entre Xavier Poussard et un nouvel allié qui va servir de tremplin inespéré, Aurélien Poisson-Atlan, un écrivain connu pour raconter les coulisses réelles ou imaginées du pouvoir, qui sur Twitter a choisi un alias, Zoé Sagan. C'est un écrivain qui a eu l'idée de créer, non pas un avatar, mais un personnage qui intervient sur les réseaux sociaux, à grand renfort de fiction, mais d'une fiction construite à partir du réel. Dans le monde du tout Paris, il est assez connu sans non plus devenir une superstar. Ce qui lui fait prendre vraiment la lumière des projecteurs, c'est le fait de divulguer la sextape de Benjamin Griveaux, élu macroniste qui candidatait à la mairie de Paris. Le candidat de La République En Marche, Benjamin Griveaux, renonce à être candidat à la mairie de Paris, conséquence de la diffusion de messages, mais aussi de vidéos très explicites à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Et ça l'a décrédibilisé par rapport à tout le petit milieu parisien. Et il a continué en fait sa carrière plutôt sur les réseaux, du coup, via un compte X, ex-Twitter. Il y a un mélange de vrai et de faux sur son fil qui fascine et qui fait que beaucoup de gens le lisent et s'interrogent. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui travaillent sur les transformations de Brigitte Macron. C'est un vertige total. Dans cet esprit, Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, reprend le récit sur Brigitte Macron de Xavier Poussard, qui, lui, n'a pas de compte Twitter. Il s'appelle Xavier P. Il est jeune et brillant, il sait tout sur tout le monde. Et sa publication Faits et Documents est une bible. Idéal pour attiser les croyances sur les secrets présumés du pouvoir, ce récit peut permettre à l'écrivain de retrouver une audience. Tout ce qu'écrit Xavier Poussard dans Faits et Documents, ça nourrit Aurélien Poisson, qui lui a le sens des réseaux sociaux, du buzz, du bon mot. C'est quelqu'un qui sait écrire. Et ce travail avec Xavier Poussard, ça fonctionne très bien, ça cartonne. Pour fédérer le plus grand nombre, les deux anti-Brigitte popularisent aussi un autre aspect de la théorie qui circule, l'âge qu'aurait eu Emmanuel Macron au début de leur histoire. Il laisse entendre qu'il avait 14 ans et sa future épouse 39, et qu'il s'agirait donc d'un détournement de mineur. Avant Noël, vous allez absolument tout savoir sur Brigitte avant ses 39 ans et sa vie avec le jeune collégien de 14 ans. Est-ce qu'il a voulu démontrer quelque chose? D'après ce que j'ai compris, c'est surtout peut-être un peu subversif et surtout satirique. Différemment de la question du genre, leur âge au moment de leur rencontre est un point qui traverse l'opinion. Ça n'a pas dû être simple comme histoire à l'époque, et qu'aujourd'hui, ça continue de poser question. Je veux dire, ça peut être tout à fait légitime. Ça peut relever d'un questionnement d'ordre moral, voire légal, sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans leur histoire au début.
De là à y voir un vaste réseau pédophile, pédosataniste, avec un discours transphobe et misogyne, il y a quand même un pas très large. C'est pourtant exactement ce pas qui a été franchi. Ça vient nourrir tout l'imaginaire et le fantasme complotiste autour des questions de pédophilie. Et donc, ça permettait de donner à cette histoire qui commençait à prendre un tournant peut-être plus offensif encore. Au fil des mois, le récit d'Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan sur Twitter, accroche de plus en plus d'abonnés. Ce qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre les raisons du succès de la théorie sur Brigitte Macron, c'est la reprise en octobre 2022 de Twitter par Elon Musk, qui devient X. Et en particulier, la monétisation de la pastille bleue. Contre un abonnement mensuel, n'importe qui peut certifier son compte, ce qui donne en apparence un gage de sérieux et permet de voir ses contenus mis en avant sur la plateforme. Ça va donner une prime de visibilité algorithmique à certains comptes, et ça, les sphères complotistes vont bien le comprendre. Et c'est très clair quand on voit le compte Twitter de Zoé Sagan. L'effet est immédiat. Grâce entre autres à cette pastille, le nombre d'abonnés du compte Twitter de Zoé Sagan augmente. Le résultat de cette amplification, c'est que quiconque va sur un réseau social pour chercher une toute autre information qu'une information relative au genre de Madame Macron sera exposé à ce faux récit. C'est ça la logique de l'amplification algorithmique, c'est de fausser les perceptions des utilisateurs. En quelques mois, le récit sur Brigitte Macron, associé à la puissance algorithmique, atteint des centaines de milliers de vues. À l'été 2024, suite à de multiples signalements pour harcèlement et diffamation, la plateforme X a finalement décidé de supprimer le compte Zoé Sagan. Mais Aurélien Poisson-Atlan et Xavier Poussard ont un nouvel objectif, exporter la théorie à l'étranger en contactant des proches de la sphère MAGA. On aimerait être retweeté par Elon Musk, ce qui nous ouvrirait les portes des médias américains. Xavier Poussard me dit à l'époque, voilà, j'ai envoyé des mails, j'attends des retours et j'espère que ça va prendre. Fin 2024, Xavier Poussard quitte Faits et Documents, se fâche avec Aurélien Poisson-Atlan, mais il est sur le point de trouver une nouvelle associée. Quelques mois avant l'envoi des mails de Xavier Poussard, l'affaire Brigitte Macron bascule dans une autre dimension. This is potentially the biggest political scandal that has ever happened in the history of the world. Sur YouTube, une influenceuse ultra-conservatrice américaine s'intéresse pour la première fois à l'affaire Brigitte Macron qui circule en ligne. Son nom, Candace Owens. Coming up on Candace Owens. À 37 ans, Candace Owens n'est pas une youtubeuse anodine. Proche de la sphère MAGA, catholique ultra-libérale et anti-européenne. You guys, this is so beautiful. Look at all of us. We made it all the way to the White House. Cette ancienne commentatrice de Fox News est suivie par plus de 5 millions de personnes sur YouTube et plus de 7 millions de personnes sur X. Candace Owens est une influenceuse américaine de la droite traditionnaliste qui véhicule depuis longtemps des théories du complot, notamment des théories du complot sur le 11 septembre, sur les vaccins. On sait qu'elle est anti-vax, qu'elle pense que personne n'a mis un pied sur la Lune. Do I believe in climate change? No. My husband was like, why do Americans always use Adolf Hitler as if, he was the #1 mass murderer of the 20th century? He wasn't. Il y a tout un raout qui est organisé par l'extrême droite en France. On y retrouve Marion Maréchal Le Pen. C'était super de vous écouter. Et Candace Owens va être invitée en guest star. Elle va prononcer d'ailleurs un discours. It's that when the chips are down, the United States patriots will always ally with the French and the English patriots to fight for freedom. Elle se fait remarquer aussi parce qu'elle a vraiment le sens de la contradiction. D'être dans la provocation aussi, qui à mon avis font que ça fonctionne très bien au-delà de ses capacités oratoires. Des qualités qu'elle met au service de sa nouvelle obsession, l'affaire Brigitte Macron.
Vu depuis la France, effectivement, ça peut être surprenant de voir ce type de sujet supposément franco-français repris par une influenceuse bien connue des cercles conservateurs états-uniens. Il faut quand même prendre en compte le fait qu'elle s'attaque, à travers cette théorie du complot, à un représentant, en tout cas à ses yeux, de l'ordre libéral. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais aux yeux de l'extrême droite états-unienne, c'est un des représentants de cet ordre libéral qu'ils entendent bien abattre. Hiver 2024. 9 mois après la première vidéo de Candace Owens, les messages de Xavier Poussard envoyés outre-Atlantique se révèlent payants. L'américaine lui fait savoir qu'elle aimerait le rencontrer. C'est le début d'une nouvelle alliance très efficace. Elle le fait venir à Londres pour une première interview. Elle vient pour Noël avec son mari, parce que son mari est anglais. Ils se rencontrent une première fois. Et ensuite, elle le fait venir chez elle, aux États-Unis, dans son énorme villa, pendant plusieurs jours, pour mettre au point ce qui va devenir Becoming Brigitte. Welcome at long last to an incredible series that we've put together for you, right here on Candace. Un mois plus tard, en janvier 2025, l'opération Owens-Poussard est au point. L'américaine lance le premier épisode d'une longue série de podcasts. Jean-Michel Trogneau is Brigitte Macron. Brigitte Macron. Brigitte Trogneau had Brigitte Macron. En à peine un mois, elle publie 8 vidéos de son nouveau feuilleton Becoming Brigitte, devenir Brigitte en français. Brigitte Ozier. Where is the real Brigitte Trogneau? Il y a beaucoup d'opportunisme en fait. Elle parle à un moment donné de cette théorie du complot qui cible Brigitte Macron et elle voit que ça marche. Et ça devient un feuilleton. We will see you guys picking up the Brigitte Macron series with the explosive interview. So we'll see you guys tomorrow. All right, ladies and gentlemen, this is the moment we have all been waiting for. I'm so excited to share with you this interview with Xavier Poussard. Dans sa 7e vidéo, Candace Owens diffuse son interview de Xavier Poussard à qui elle offre une visibilité sans précédent. Alors je me suis intéressé à Brigitte Macron, tout simplement parce que je fais des portraits de presse. La podcasteuse s'associe également en couverture au livre que Poussard vient de publier. Il porte le même titre que la série, Becoming Brigitte. Pour Xavier Poussard, ça a été un coup de projecteur sur son existence. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de montrer son visage, qu'il ne montrait pas au préalable. Candace Owens puise tous ses arguments dans le livre de Xavier Poussard. Certains déjà connus, la thèse de Natacha Ray. That's supposed to be who they're trying to make us believe is her brother. Les osières et le chauve en maillot de bain. It is a very odd choice for an obituary photo. Here it is. Le témoignage de Véronique. En l'occurrence, moi. Mais Candace Owens relaie également de nouveaux arguments, comme cette démonstration reposant sur un logiciel de reconnaissance faciale. Pour montrer que Brigitte Macron n'a pas toujours été une femme, Candace Owens reprend la comparaison de Xavier Poussard entre une photo d'elle enfant communiante avec des images d'elle adulte. Selon le logiciel, le pourcentage de ressemblance est faible. Regarding the communion photo, sorry, ain't her. Xavier Poussard, lui, estime que c'est scientifique et qu'il a la preuve scientifique que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron. Pour vérifier la fiabilité de ce logiciel, nous avons testé la version de démonstration. Nous avons comparé les mêmes images et obtenu les mêmes résultats que Xavier Poussard et Candace Owens. Mais nous l'avons aussi testé avec des photos des membres de l'équipe de la Fabrique du mensonge. Ici, Camille, enfant et adulte. Résultat faible. En revanche, elle aurait plus de traits communs avec l'actrice Jodie Foster. Elsa, elle aussi adulte et jeune. Résultat élevé. Cette fois, c'est correct. À un détail près. Elsa ressemble aussi à la première dame enfant. Quant à François, enfant et adulte, le résultat est faible, et lui aussi, il ressemble à la première dame. Ce qu'on observe, c'est qu'on a affaire évidemment à des amateurs qui vont s'auto-duper en utilisant par exemple des logiciels de reconnaissance faciale en ne sachant pas les utiliser, en ne connaissant pas les limites de ces outils-là, etc., et qui vont tirer des conclusions qui dépassent complètement les éléments qu'ils ont éventuellement pu collecter. Qu'importe, Candace Owens vante les mérites du travail d'investigation de Xavier Poussard, qui dans son livre ne se contente pas de livrer ses arguments les uns à la suite des autres. Il les appuie par des notes de bas de page très fournies et par des sources qui peuvent donner une impression de sérieux.
In terms of this information that I'm giving you, it is all going to be cited and sourced in Xavier Poussard's forthcoming book. Cette méthode, qui consiste à accumuler des éléments sans rien réellement prouver, c'est ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. Le millefeuille argumentatif, c'est la multiplication d'exemples donnés, d'exemples pertinents ou non pertinents, inventés ou réels, déformés, visant à une seule chose, donner l'illusion qu'il y a des preuves pour la théorie du complot. Qui va prendre le temps de s'attaquer à un millefeuille argumentatif d'ampleur, prendre élément par élément? Ça marche parce que ça impressionne. Il y en a trop, et dans tout ça, tout ne peut pas être faux. Le succès de Candace Owens, associé à Xavier Poussard, est immédiat. Le livre Becoming Brigitte se hisse en top des ventes Amazon. Sur YouTube, les vidéos de Candace Owens cumulent plus de 65 millions de vues, sont partagées des centaines de milliers de fois sur TikTok et X et lui rapportent des centaines de milliers de dollars. Avec Viewstat, un logiciel d'analyse des statistiques YouTube, nous avons évalué les montants de ses gains. En seulement un an, Candace Owens aurait touché plus de 320 000 dollars grâce aux revenus publicitaires de YouTube, uniquement avec les vidéos sur Brigitte Macron. Elle gagne de l'argent sur TikTok, elle gagne de l'argent grâce aux dons, elle gagne de l'argent grâce aux produits dérivés qu'elle vend. Elle a trouvé quelque chose qui est devenu viral. Elle s'y accroche. Et plus cela devient viral, plus elle va loin. Sans Candace Owens, je n'aurais jamais entendu parler de cette histoire. Hello and welcome back to this Fame Under Fire exclusive from BBC Sounds with me, Anushka Matanda-Doughty. Emmanuel and Brigitte. C'est en découvrant les vidéos de Candace Owens sur les réseaux sociaux Very goofy man, Brigitte. que la journaliste Anushka Matanda-Doughty décide de raconter les dessous de cette fausse information à ses auditeurs de la BBC. Je savais qu'elle répétait sans cesse sa théorie sur Brigitte Macron. Et je me disais, bon, elle essaie juste de faire des clics. Mais ça a pris de plus en plus d'ampleur. J'ai commencé à entendre des gens de mon entourage me demander, « Tu as vu ça ?» Et puis d'autres me dire, « Je pense qu'elle a peut-être raison. C'est vraiment convaincant. Tu as vu cette vidéo, qu'en penses-tu » Je veux dire, tu es journaliste, les gens viennent te voir. En cette année 2025, Candace Owens atteint son but. Les fausses informations sur Brigitte Macron deviennent un sujet planétaire. La première dame, Brigitte Macron. Candace Owens disse para mais de 6 milhões de seguidores que Brigitte teria nascido homem e seria transexual. À Moscou, la théorie devient même un redoutable outil de déstabilisation. C'est ce qu'a découvert à ses dépens la journaliste française Audrey Parmentier. Ça fait 6 ans que je suis journaliste pigiste et j'écris sur les questions migratoires et aussi les sujets plutôt jeunesse pour différents médias en France. Audrey Parmentier n'a jamais travaillé sur l'affaire Brigitte Macron. Elle ne s'y est même jamais intéressée, jusqu'à cet été 2025. C'était début juillet. Et je reçois une notification LinkedIn et c'est une journaliste qui me demande si c'est bien moi qui suis l'autrice d'un article sur Brigitte Macron. Sur le moment, je suis assez sidérée, c'est-à-dire que je m'arrête et j'arrive pas à comprendre. Enfin, il y a peut-être 3 secondes où je me dis « Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ma photo? Pourquoi est-ce qu'il y a mon nom, mon prénom ?» associé à un article sur Brigitte Macron, en plus sur un site que je connais absolument pas. Je comprends petit à petit que mon identité a été usurpée. Le site en question s'appelle Enquête du jour. Évoque la mort d'un chirurgien lié aux rumeurs sur la transidentité supposée de Brigitte Macron. Il serait question de meurtre. Il y avait une vidéo qui était jointe au papier. Le 29 juin, un homme a été retrouvé mort après une terrible chute depuis sa fenêtre dans le 12e arrondissement de Paris. Le bureau du médecin légiste a déclaré que François Fèvre, âgé de 58 ans, s'est suicidé.
Et en fait, son suicide aurait été en réalité un assassinat maquillé. Et il s'apprêtait à faire des révélations confidentielles sur la transidentité, la pseudo-transidentité de Brigitte Macron. J'ai travaillé à l'hôpital américain de Paris pendant 6 ans. Et Dr Bouy était un de mes proches collègues. Il m'a parlé des changements physiques que Madame Brigitte Macron a subis lors de l'opération de chirurgie transgenre dans l'hôpital. En réalité, cette vidéo est trafiquée. Les indices sont nombreux. Les images de pompiers proviennent d'un reportage de l'AFP datant d'octobre 2022. Il était chirurgien, travaillait dans une clinique. La voix parisienne. a été générée par IA. Les yeux également ne clignent jamais. Et surtout, il n'existe aucun docteur François Fèvre à l'hôpital américain. Tout est faux. Cette vidéo, comme tous les autres articles qui sont hébergés sur ce site. Quand on le regarde de loin, on peut se laisser avoir, en tout cas au premier abord. Très vite, Audrey Parmentier réalise que cette manipulation est au cœur d'une opération qui la dépasse. Quand je vais échanger avec des journalistes via Twitter, ils émettent l'hypothèse que ça pourrait être lié à une ingérence russe. Et c'est à ce moment-là que je comprends que mon identité est utilisée par le Kremlin. Donc c'était assez flippant quand même. Selon les autorités françaises, le site Enquête du jour est au cœur d'un écosystème numérique russe. Des centaines de faux sites générés par IA et créés dans un seul but, manipuler les opinions pour déstabiliser les démocraties occidentales. La France est de loin en Europe l'État aujourd'hui qui soutient le plus fermement l'Ukraine, ce qui a conduit à une intensification des opérations de désinformation, des opérations de manipulation de l'information, pour diviser la société française sur un ensemble de sujets qui sont clivants. Et ce récit en fait partie. Parce qu'à travers Brigitte Macron, il touche Emmanuel Macron, président de la République et chef des armées. Et délégitimer le chef des armées dans le contexte de la guerre en Ukraine est un enjeu absolument essentiel pour le Kremlin. Avec le faux article sur Brigitte Macron, les agents de Poutine atteignent leur objectif. Le nombre de vues est considérable. L'article a été vu 3,5 millions de fois, mais ça c'était déjà début juillet, donc peut-être que ça a augmenté entre-temps. Mais en tout cas, voilà, c'est mon article, je pense, qui a le mieux marché. Super. Entre janvier et novembre 2025, les contenus relatifs à la théorie du complot visant Brigitte Macron ont été vus par 4,2 milliards de personnes dans le monde. Désormais, le moindre événement devient un prétexte pour relancer les attaques. L'épisode de la gifle dans l'avion présidentiel ou le salcon adressé par la première dame aux féministes opposées au comédien Harry Habitant. C'est tellement énorme qu'on se dit ça va s'éteindre. Et ça ne s'est jamais éteint parce que l'époque vit avec des complotistes. C'est fini. Au comptoir, dans les bistrots, on en parle. À machine à café, on en parle. Donc c'est terminé. Je veux dire, les gens auront toujours un soupçon. 23 juillet 2025. Face à cette déferlante mondiale, le président et son épouse font une annonce qui surprend le monde entier. Ils ont porté plainte contre Candace Owens aux États-Unis. Ils sont déterminés à le faire dans une arène, avec les yeux du monde entier rivés sur eux, dans un tribunal où il existe des règles. Later that month, the Macrons sued Owens and her company in the United States, Delaware to be exact. Au micro d'Anoushka Mutanda-Dugarty, Tom Clare, l'avocat américain du couple, est plus précis. Hi Tom. Hi there. Thanks for having me on. Il annonce qu'ils apporteront la preuve du genre de la première dame devant la justice américaine. Obviously, it's incredibly intrusive for this family to have to go into open court and present this evidence, but that should just demonstrate how serious they are about it, how confident. Ma première question à Tom Clare a été « Sérieusement ?
Vous allez vraiment faire ça? Vous allez aller dans le Delaware, vous asseoir pour une déposition préalable où elle pourra... Enfin, ses avocats, ils pourront vous poser toutes ces questions. Et dès le début, oui. There will be expert testimony that will come out, that will be scientific in nature, that will also demonstrate the falsity of the statements. Il y a eu une lettre de mise en demeure au tout début de la diffusion des vidéos. Candace Owens a continué à faire des publications diffamantes vis-à-vis du couple. C'est pour ça qu'ils ont décidé de porter plainte. Mais c'est déjà trop tard. Vous savez que la fake news est là et qu'elle existera après. Cette histoire, on va lui en parler pendant des années, à des degrés un petit peu moindres, mais elle sera toujours là. En juillet 2025, Natacha Ray et Amandine Roy, poursuivies pour diffamation, ont été relaxées par la Cour d'appel de Paris. Brigitte Macron s'est pourvue en cassation. Le 5 janvier 2026, 10 personnes, dont Bertrand Scholler, Aurélien Poisson-Atlan et Amandine Roy, ont été reconnus coupables de cyberharcèlement. Ils ont fait appel de la décision. Xavier Poussard, lui, installé en Italie, a annoncé avoir été entendu par la police, mais ne serait pas poursuivi. Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, un documentaire écrit et réalisé par Elsa Gueule avec François Benessiano dans la collection de la Fabrique du mensonge. Un mensonge qui, vous l'avez vu, a franchi toutes les frontières de la décence, les frontières de la rationalité, mais aussi les frontières de notre pays, la France. Allez, en guise de premier tour de table, un mot à nos invités qui nous ont rejoints pour décrypter ce qu'on vient de voir. Sibeth Ndiaye, bonsoir. Vous étiez à la tête de la communication du président Emmanuel Macron entre 2017 et 2019. Un mot pour qualifier ce qu'on vient de voir. Stupéfiant. Proprement stupéfiant, parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'une rumeur aussi folle, aussi improbable, puisse faire florès à ce point, traverser nos frontières et finalement devenir un vrai fait politique. Donc stupéfiant. On verra comment l'éteindre, et c'est pas facile, une telle rumeur aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Gaspard Ganzer, vous aviez le même poste, mais un petit peu avant, entre 2014 et 2017, sous la présidence de François Hollande. Pareil, même question, un mot pour qualifier ce qu'on vient de voir. Tristesse, parce que je trouve que cette histoire est épouvantable pour les personnes intéressées, Brigitte Macron, Emmanuel Macron aussi. Et donc on ne peut avoir que de l'empathie pour eux, surtout pour Brigitte Macron, qui est toujours d'ailleurs victime de cette calomnie ignoble, très difficile à éteindre, on y reviendra. Stupéfiant, tristesse. Pauline Delassus, bonsoir. Bonsoir. Un grand reporter à la Tribune dimanche. Même question pour vous, qui avez rencontré il y a peu de temps Brigitte Macron. Je dirais absurde. Tant tous les éléments dans ce sujet, dans cette problématique, prouvent que tout ça est faux. Et tout le rationnel va vers... Voilà, il n'y a aucun doute. Et pourtant, des milliers de gens y croient. Donc je dirais absurde. Et on a bien montré la mécanique. Comment une simple idée, intuition, une voyante devient une affaire politique. C'est vrai que c'est assez sidérant ce qu'on vient de voir. Tiens, moi je mets le mot sidérant. Un mot qu'on n'avait pas eu encore, c'est le mot sidérant. Alors comment éteindre ça quand on est conseiller politique sans mettre de l'huile sur le feu? Parce qu'on a vu dans le film que Brigitte Macron, elle tente de le faire, et puis au contraire, ça la déploie cette rumeur. Sibeth Ndiaye, comment on fait? En fait, je pense qu'on ne peut pas le faire. Pour la bonne et simple raison que quand vous avez affaire à du complotisme, à ce type de rumeur-là, au fond, ce qui a nourri le complotisme, c'est le fait que beaucoup de gens, un certain nombre de personnes, ont préféré une fable complètement dingue à une réalité un peu banale. C'est-à-dire celle d'une femme qui a épousé un homme de 24 ans plus jeune qu'elle, et qui est une femme à la fois de pouvoir et qui exprime un bonheur, qui assume sa féminité. Et ça, vous avez des gens pour qui c'est anormal dans l'image qu'ils se font de ce que doit être la place de la femme, le pouvoir masculin. Ajoutez à ça une bonne dose d'antimacronisme un peu primaire. Vous mettez tout ça ensemble et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous prouviez, on vous dira toujours c'est faux. Parce que les complotistes préfèrent une fable totalement dingue
à une réalité un peu banale. Vous nous direz comment vous étiez dans la machine pendant la campagne et au début, si vous avez senti monter l'histoire, mais on se garde ça pour dans un instant. Gaspard Ganzer, la même question, parce qu'il y a un côté pile je gagne, face tu perds. Parce que je vais devant la caméra pour défendre, on dit tu as quelque chose à te reprocher, je viens pas, tu as quelque chose à te reprocher. Comment on fait quand on est conseiller d'un président de la République, quand on a une telle histoire qui arrive? Je pense que c'est pas possible d'éteindre une rumeur, mais on peut au moins faire deux choses. La première chose, c'est éviter ou contenir sa propagation. Et de ce point de vue-là, c'est difficile, mais l'arme judiciaire compte quand même, parce qu'elle peut dissuader un certain nombre de personnes de souscrire, de répondre, parce qu'ils vont peut-être avoir peur un peu du juge. Je ne parle pas du cœur de la machine complotiste, mais de ce qui vient autour. Et la deuxième chose qu'on peut aussi atteindre, c'est laver son honneur à ses propres yeux ou aux yeux de ses proches. Parce qu'il faut toujours penser que dans une communication de crise, on va dire, il y a toujours deux niveaux d'objectifs et de cibles. La première, c'est celle à qu'on pense, et votre question porte là-dessus, c'est le grand public. Oui, effectivement, bon, là c'est difficile d'atteindre l'objectif, mais c'est aussi important pour soi-même et pour les gens qui sont autour de soi, de rétablir sa vérité publiquement. Et donc je pense que pour Brigitte Macron et Emmanuel Macron, pour leur famille, pour leurs proches, c'est aussi très important qu'ils se défendent et qu'ils ne restent pas les bras croisés. Parce qu'en fait, c'est insupportable de se faire attaquer de façon ignominieuse comme ça, et on a envie de se défendre. Peut-être que parfois, ça conduit voilà, en se défendant, mais en fait, je pense que dans la machine. Il y a des moments, on a juste envie de se battre pour montrer qu'on sait se défendre, même si peut-être, sur le moment, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Pauline Delassus, quand on est journaliste, on se bat contre des moulins aussi. On se dit on n'y arrivera jamais parce qu'on peut débunker, même cette émission-là, il y a des gens qui vont la regarder en se disant ok, ils sont gentils, mais tiens, comme par hasard. C'est France Télévisions, propriété de l'État, tiens, comme par hasard. Oui, la défiance envers les politiques, elle s'applique aussi aux journalistes, donc le complotisme vous êtes dedans aussi, les médias, les grands médias. Mais je mettrais juste un petit bémol à ce que disait Sibeth, c'est que c'est quand même pas une histoire banale, justement, l'histoire d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Et donc je pense que leur couple, leur histoire de couple, leur mariage, leur famille, elle n'est pas banale. Et donc je pense que malheureusement, de manière complètement injuste, ça a contribué à ce qu'ils soient victimes de cette rumeur absurde, comme on disait tout à l'heure, délirante, et que les gens y croient, certaines personnes y croient dur comme fer, et que ça dure aussi longtemps. Je pense que quand même, ils y peuvent rien, mais leur histoire, elle est étonnante. Atypique. Elle provoque un problème exceptionnel, et elle, parce que c'est une femme plus âgée avec un homme plus jeune, ça provoque une forme de sexisme. D'ailleurs, c'est bien montré dans le documentaire qu'au départ, ça part aussi il y a de l'homophobie derrière. Oui, j'allais poser la question à Sibeth Ndiaye d'ailleurs. Voilà, on ne croit pas au fait qu'un homme jeune puisse être avec une femme âgée. Donc il y a plusieurs niveaux, ça monte graduellement, mais ça vient quand même malheureusement pour eux, et encore une fois, c'est injuste du fait que leur histoire est étonnante. Ça, pour le coup, l'homosexualité prétendue d'Emmanuel Macron, pendant la campagne, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez conseillé ou pas, mais il arrive à l'éteindre. C'est-à-dire que de dire sur la place publique « je ne suis pas en couple avec Mathieu Calais », tout le monde se marre, utilisé avec un peu d'humour, ce serait un hologramme, on le voit le dire dans le film, et puis on se souvient qu'il l'avait dit pendant la campagne. Là, ça a fonctionné pour le coup, ça a éteint les rumeurs, non ? Dire « je ne suis pas un homme », ça serait complètement impossible, quoi, non ? En fait, d'abord, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Quand on est Mais racontez-nous ce moment-là. 2017, on va dire 2016, on est dans un moment qui est d'abord un moment d'ascension. C'est-à-dire que c'est plutôt un moment qui lui est favorable, puisqu'il est en train de construire son image publique, il est en train de rentrer dans cette campagne présidentielle. Et donc, il y a une forme d'a priori favorable, en quelque sorte, qu'il n'a plus ou qu'il a beaucoup moins au fur et à mesure du déroulement de ses quinquennats, et singulièrement du second quinquennat. Ça, c'est le premier élément important. Et donc, la réception de votre parole, elle n'est pas la même si elle est sur un terreau plutôt favorable ou plutôt défavorable. Il y a celui qui parle et celui qui entend. Et celui qui entend, évidemment. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on s'est posé la question, parce que cette rumeur, elle est arrivée assez tôt dans la campagne, dès la fin de l'année 2016. Et en fait, il y a eu, ce que Gaspard disait très bien, à un moment donné, pour le couple, le besoin de se défendre. De se défendre parce qu'il formait et il forme une très belle famille avec des enfants et des petits-enfants, même si c'est atypique, effectivement.
Et il y avait quelque chose d'extrêmement douloureux. Il rentrait dans ce qui est la broyeuse d'une campagne présidentielle, ce qui nécessite beaucoup de force de la part des entourages. Et ils entendaient dans les dîners en ville, dans des chuchotements presque sur leur passage, dans les regards qui leur étaient jetés, ils entendaient ça. Et donc ils ont éprouvé, en particulier Emmanuel Macron, un besoin de protection et d'affirmation, à la fois de l'amour qui était le sien envers son épouse, mais aussi de dignité. Et donc, on a un peu réfléchi autour de la manière dont ça pouvait se faire, et on a considéré que quelque chose qui serait trop formel, une interview de but en blanc, une question d'un journaliste qu'on aurait invité à poser pour provoquer la discussion, ne serait pas assez naturel, et donc on a choisi un moment un peu iconoclaste, parce qu'on est au début, on l'a vu dans le reportage, on est au début d'un meeting politique, d'une réunion politique, et il lance ça sur le ton de l'humour, et ça désamorce. Mais quelque part, je crois qu'on est nombreux à comprendre à ce moment-là que ça ne va pas nous lâcher. Ouais, mais la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as vraiment le sentiment que cette rumeur s'est éteinte ? Non, mais bien sûr que non. Elle ressurgit régulièrement. C'est-à-dire que quand on n'est pas sur Brigitte est un trans, on est sur, en fait, Emmanuel a un amant. Et ça donc, a pris les proportions... Alors, ça n'a pas pris ces proportions-là, je pense, parce que, in fine, une femme de pouvoir, on l'attaque plus qu'un homme de pouvoir. Puis il y a la misogynie, c'est à l'évidence. Et Gaspard Ganzer, alors vous, c'était avec François Hollande que vous travailliez. C'était 3 mois après l'affaire du scooter, j'ai regardé. Oui. Alors, c'est pas une rumeur, l'affaire du scooter. Pour le coup, c'est une information, c'est vrai. C'était en janvier, vous êtes arrivé en avril 2014. Est-ce que vous avez eu à gérer des rumeurs autour de François Hollande? Et puis, on reviendra évidemment sur la rumeur d'Emmanuel Macron et surtout Brigitte Macron / Jean-Michel Trogneux dans un instant, parce que c'est le cœur de l'émission. Moi, je suis arrivé à l'Élysée en 2014. Pour aider Hollande à améliorer sa communication, lui permettre éventuellement d'être candidat à un deuxième mandat. Ça a été un grand succès puisqu'il n'a pas pu l'être. Mais je ne m'attendais pas à passer autant de temps sur la gestion de la vie privée en réalité. Parce qu'il y a eu la sortie du livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment, qui a vraiment fait exploser en fait, l'ensemble de l'intimité du couple à ce moment-là. Et puis, il y avait cette interrogation permanente sur la relation entre Julie Gay et François Hollande, parce qu'on avait compris qu'il y avait eu cette love affair, on va dire, cette relation de la rue du Cirque, mais on ne savait pas où est-ce qu'ils en étaient en fait concrètement. Et les journalistes étaient avides, tous les journalistes d'ailleurs, en passant les journalistes de la presse people, aussi les journalistes politiques, tout le monde voulait savoir alors ils en sont où, ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble, est-ce qu'elle vient à l'Élysée, est-ce qu'elle ne vient pas à l'Élysée. François Hollande a fait le choix de ne jamais communiquer sur le sujet jusqu'à la fin. Donc pendant 3 ans, on a dû gérer les questions insistantes sur ce thème-là, des paparazzas d'appeler en pouvoir. C'est sûr qu'il aurait été beaucoup plus simple de faire comme Nicolas Sarkozy. Comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, génie de la communication. C'est le type, il rencontre une femme, Carla Bruni, en novembre, il se marie, vous savez au bout de combien de temps il se marie ? Quelques semaines ? 8 semaines. Qui fait ça dans la vie ? Personne. Mais c'est finalement la meilleure des réponses. En fait, il y a un tel degré d'exposition à l'Élysée. Vous êtes la personnalité publique la plus exposée, plus que des footballeurs. Et donc, votre vie privée est centrale dans la vie des Français. Même s'ils peuvent s'en défendre, en réalité, c'est le cas. Et c'est vrai que la stratégie la plus simple, c'est celle de l'affirmation ou de la confrontation dans un sens. François Hollande, qui est quelqu'un de pudique, très attentif à la défense de sa vie privée, n'avait pas décidé de faire ça. Ça tient aussi aux personnalités. Les 2 femmes dont tu parles, Carla Bruni et Julie Gay, elles n'ont peut-être pas les mêmes envies, les mêmes personnalités. Pas du tout. Non, mais là, je parlais du point de vue de François Hollande, le conseiller. Tu as l'air de présenter ça comme c'est l'homme qui choisit. J'ai pas dit ça. Je parlais juste de ce que je connaissais, parce que je n'ai pas parlé avec Julie Gay de ce sujet, en tout cas. À mon avis, ça compte beaucoup, tu as raison. Ça compte beaucoup, tu as raison, bien sûr. Et Julie Gaillet. Je ne connais pas Carla Bruni non plus. Maintenant, je connais bien Julie Gaillet. C'est vrai que c'est moi sa personnalité. Voilà, tu as raison. On va devenir première dame, ça veut dire quand même arrêter tout son boulot. Bien sûr. Voilà, c'est renoncer à tout. J'espère pas. Professionnel et privé, important. Mais alors là, on a un peu quitté la rumeur pour le coup, pour aller vers ce qu'on appelle la pipolisation ou la vie privée mise à l'agenda politique. On va y revenir parce que je trouve que cette campagne qui démarre là, elle est vraiment là-dessus. On va parler de Gabriel Attal, on va parler des uns des autres, mais c'est vrai que l'idée de se raconter, ou Jordan Bardella, se raconter fait partie, on a le sentiment, d'un programme politique. Mais encore un mot quand même. Vous avez rencontré Pauline Delahousse il y a environ 1 mois, en tout cas dans la Tribune Dimanche. C'est publié il y a environ 1 mois. Un long papier, long entretien avec Brigitte Macron.
J'aimerais que vous me racontiez... C'est pas un long entretien, c'est un long papier, j'ai vu beaucoup de gens autour d'elle et je l'ai vu notamment elle, voilà. Mais c'est pas une interview. Et il y a cette question qui est posée. La question de la rumeur. Sûr. En fait, je fais un bilan des 10 ans, presque 10 ans qu'elle a passé à l'Élysée. Et donc, évidemment, cette histoire-là occupe une grande place. Et en effet, ça a eu un impact important sur son moral, quoi, en fait, et sur son état psychique même, peut-être. En tout cas, elle en parle de manière très douloureuse. Elle parle, en fait, des 2 mandats, en disant que ça a été vraiment dur et qu'elle ne voit plus du tout le monde de la même manière, que c'est les premiers mots qu'elle m'a dit, c'est dur et j'ai du mal à voir le ciel bleu. Voilà, ça l'a clairement impactée. Et évidemment que cette histoire-là, particulièrement, parce que ça touche à son intimité, ça a touché ses enfants, ses petits-enfants. Et ce qui, moi, m'a frappée en parlant aux gens autour d'elle, c'est que peu de gens, en fait, dans la Macronie, comme on dit, ont pris sa défense au moment de la rumeur, au pic où ça sort, ou même quand il n'y a pas beaucoup de ministres ou de gens qui sont allés sur les plateaux, ça je pense que Sibeth Ndiaye est sans doute d'accord, pour prendre sa défense et pour dire que c'est scandaleux de l'attaquer ainsi, et ça m'a étonnée. Alors, c'est des sujets gênants à aborder, mais en tout cas, ça gênant, n'a pas ou été le peut-être, Sibeth Ndiaye, des gens qui n'ont pas pris la mesure, en fait. Ça semble tellement absurde. Il y a sans doute un peu de ça. En fait, quand vous exercez ce type de fonction, vous avez une forme de rationalité. Et quand vous êtes confronté à quelque chose qui vous paraît singulièrement irrationnel, vous ne prenez pas forcément la mesure de ce que ça représente. Et je vais vous dire, même moi, au début en 2017, quand je suis arrivée à la tête de la com à l'Élysée, on a eu pas ce type de rumeurs, mais on a eu des sujets du type un escroc se fait passer pour Brigitte Macron pour naviguer dans des hôtels de luxe en disant en fait je suis le neveu de Brigitte et donc j'obtiens une chambre. On a eu des petits indices comme ça, mais au début j'ai eu tendance à les classer même pas comme des signaux faibles, comme le fait de quelques énergumènes. Bon. Et puis petit à petit, aussi parce qu'on avait fait un choix de mise en scène du couple qui a assumé que cette conquête du pouvoir était une conquête qu'il faisait à deux aussi. Même si Brigitte Macron n'est pas en soi une femme politique, mais elle a accompagné la conquête du pouvoir pour son mari. Elle a fait d'ailleurs le choix de s'arrêter de travailler pour l'accompagner dans cette marche vers l'Élysée. Et donc, on a mis sans doute un peu de temps avant de comprendre 2 choses. La première, c'est que des petits faits additionnés allaient finir par fabriquer une rivière. Et la deuxième, probablement parce que moi, j'avais le cuir tanné par des années de militantisme, donc des attaques personnelles. J'avais en quelque sorte l'habitude. Et je n'ai pas forcément pris la mesure au départ de ce que ça pouvait représenter pour elle. Pour une femme, somme toute, ordinaire. Une Française, comme les autres, qui avait vécu la majorité de sa vie dans une forme d'anonymat, femme s'occupant de ses enfants, prof de lettres. Donc il y avait une forme d'anonymat et qui tout d'un coup se retrouvait exposée dans la lumière avec ce que ça a de gratifiant pour son ego, on en a tous, mais aussi ce que ça pouvait avoir de dur d'être confronté à des paroles injustement méchantes. Et je le dis volontairement avec presque des mots d'enfant, parce que ça touche quelque chose comme ça de l'enfant aussi qu'on est, de ne pas comprendre pourquoi les gens sont si méchants avec vous. Elle utilise ce terme, elle alors dit, que, j'ai compris la méchanceté du monde. Alors qu'elle n'a rien fait, elle n'a rien fait qui juste elle se contente d'exister et d'être ce qu'elle est et d'être comme elle est. Et ça justifie autant de haine et autant de rage à son encontre. Donc je dirais que peut-être les 6 premiers mois, on l'a peut-être pris un peu à la légère collectivement. Et puis on avait fait ce truc sur Mathieu Gallet, donc on estimait que fermer le banc, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ça suscitait que son existence, sa position, la manière dont elle était, la place qu'elle occupait à côté du président, mais surtout ce qu'elle était en elle-même, était dérangeant. Et qu'on ne pouvait pas admettre dans notre pays, qui reste un pays comme tous, de patriarcat, qu'un homme jeune choisisse volontairement et avec amour d'être avec une femme beaucoup plus vieille que lui. Et il y a le même écart d'âge entre Emmanuel Macron et Brigitte qu'entre Donald Trump et Melania Trump. Personne n'a jamais rien évoqué. Aucun problème. Personne n'a posé de questions sur la virilité de Donald Trump pour savoir quoi ou qu'est-ce. Parce qu'en fait, ça, c'est acceptable. C'est naturel. Et donc, quand vous faites quelque chose qui est un peu atypique, forcément, on se dit c'est pour cacher quelque chose.
cacher l'homosexualité éventuelle de Emmanuel Macron, cacher la transition sexuelle de Brigitte Macron, en tout cas cacher quelque chose de honteux. Et en fait, vous plaquez l'idée que... De prétendument honteux de pour ceux qui prétendument véhiculent honteux, bien sûr. la rumeur. Vous plaquez l'idée, vous plaquez le sentiment en quelque sorte que produit l'existence de ce couple, c'est la honte, c'est pas bien. Et donc, vous essayez de prouver en quoi c'est honteux. Et donc, vous allez chercher par tous les moyens à montrer que c'est honteux, en fait. Il y a aussi deux choses qui sont très bien racontées dans le documentaire. C'est les gilets jaunes et ensuite le Covid qui mettent devant du carburant parce que des personnalités sur les réseaux sociaux et voilà, sur YouTube notamment prennent la lumière en déversant des théories complotistes, voilà, tout confondu, pas seulement sur Brigitte Macron. Il y a quand même ce moment lunaire. Tout le côté anti-vax, ce moment lunaire. Ça se retient. Et l'extrême droite qui monte, et ça vient de l'extrême droite quand même. Il y a ce moment lunaire dans le film des 2 téléphones d'Emmanuel Macron qui sont évidemment le symbole du 11 septembre. On n'a toujours pas compris d'ailleurs. On n'a pas compris, mais c'est désarmant. Enfin, c'est désarmant. On arrive presque au bout de notre conversation, mais Gaspard Ganzer, vous étiez à l'Élysée il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Le monde informationnel bouge très, très vite. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il est impossible de diriger la communication de l'Élysée aujourd'hui? Impossible, je ne sais pas, il est très très difficile. En tout cas, il faut être un peu cinglé pour faire de la politique aujourd'hui. Enfin, c'est parce que je pense que les choses, je vais être un peu pessimiste, ne vont pas du tout s'arranger. Je pense même que ça va être de pire en pire. On se prépare à une campagne présidentielle qui va être d'une violence absolument inouïe. Sibeth Ndiaye a beaucoup d'expérience comme moi, même si elle est très jeune, comme moi aussi d'ailleurs. Et elle sait que c'est très difficile. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui. Tous les coups sont permis. Le complotisme est extrêmement violent, mais c'est même un business. C'est bien raconté et souvent. Donc il y a des gens qui ont des intérêts financiers parce qu'ils gagnent de l'argent, gagnent en audience, beaucoup on voit que ces vidéos sur Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, ça cartonne immédiatement. Il y a de l'argent à la clé. Ce qui était avant, les rumeurs, elles étaient malveillantes, elles avaient peut-être un objet politique de temps en temps, mais les paparazzades aussi avaient cet objectif. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, tu as raison. C'est vrai, sauf qu'à la limite, c'était presque encadré dans le cadre d'une presse qu'on pouvait trouver de caniveau et de bon niveau. Là maintenant, il y a une ubérisation de la calomnie et du complot qui vraiment me fait peur. Et je ne vois pas comment les gens peuvent se ressaisir. Notamment pour les femmes de candidats. Oui, pour les femmes de candidats, pour les candidates elles-mêmes, pour tout le monde. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de rationalité et de force de caractère aux candidates et aux candidats et à leur entourage pour tenir bon. Mais même au-delà de la rationalité et de la force d'âme, moi, ce que je vois quand même dans l'évolution des campagnes et des moments de grande exposition comme ça, c'est qu'il y a quand même un outil algorithmique qui change tout. Et cet outil algorithmique, il a commencé... on va dire, je dirais, dans la campagne de Hollande, où les candidats s'en servent comme des outils de propagande, et c'est bien légitime, de propagande au sens électoral du terme. Pour cibler les électorats. Voilà, pour cibler les électorats, pour promouvoir leurs idées, et de mon point de vue, c'est évidemment une force démocratique. Avec la campagne de Macron, on a quand même commencé à comprendre que l'outil, on va dire, digital, pouvait produire des effets négatifs. Donc nous, on a été hackés par des pirates informatiques. Il y a eu un dévoilement des courriels de la campagne. Et il y a quelque chose qui va crescendo. Et aujourd'hui, on arrive dans ce moment de l'IA, dans ce moment du deepfake, où en fait, on va voir se produire des choses où des candidats vont être mis dans des situations... des photos vont sans doute être diffusées, des vidéos vont être diffusées. Le scooter, ce sera en IA. Où il sera très difficile de distinguer le vrai du faux. Ça, c'est la première chose. Et je précise juste, en petite note de bas de page, imaginons ça en toute fin de campagne, quand on n'a plus le temps de réagir, notamment le samedi du premier tour, où il n'y a plus dans les médias le droit de parler de politique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu à l'époque le compte aux Bahamas d'Emmanuel Macron en toute fin de campagne. Ah oui, voilà. Mais on a eu un peu de temps pour travailler et renverser les choses. Et donc là, je crains que la campagne qui s'annonce devant nous ne soit une campagne dans laquelle la distinction entre le vrai et le faux, la réalité et la fake news ne soit extrêmement difficile à porter. Et moi, j'invite vraiment aussi à ce qu'une autorité, en l'occurrence l'État, puisse aussi se faire un peu régulatrice de ce moment-là, parce que les candidats seuls ne pourront pas se défendre. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a lancé
vous savez, ces grands entretiens avec la presse régionale sur la question de la désinformation, je crois largement parce qu'il avait été touché par l'affaire qu'on évoque ce soir de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Il sait la puissance que ça peut avoir sur la vie des gens parce que ça a des conséquences sur la vraie vie des gens. Au passage, je précise que Emmanuel Macron n'avait pas de compte aux Bahamas. Tout à fait. Il n'avait pas précisé, mais je me permets de le dire parce que sinon ça va être. On va relancer quelque chose. Mais surtout, vous savez comment ça va se passer. Peut-être qu'on va juste découper ce que vous venez de dire. Ah ben elle, Sibeth Ndiaye, confirme qu'il a vu bien un compte aux Bahamas. Pauline Delassue, il me reste un mot à vous, une question à vous poser quand même parce que la justice avance sur ce dossier. Oui. Oui. Ah, si. enfin. Non, allez-y, pardon. Parce que la justice a été saisie. Oui. On l'a vu à la fin du reportage, Brigitte Macron porte plainte, y compris aux États-Unis. Ouais. Contre Candace Owens, cette influenceuse américaine très puissante. En France, ça a bougé récemment aussi. Et il faut juste mettre à jour un peu ce qu'on vient de voir. Oui. En France, il y a eu donc 10 personnes ont été, dont Zoé Sagan, enfin surnommée Zoé Sagan, dont la médium qu'on voit dans le documentaire, dont le galeriste qu'on voit aussi dans le reportage, ont été condamnés en janvier à des peines de prison assez lourdes, enfin plusieurs mois de prison avec sursis. Il y a même eu de la prison ferme qui a été ordonnée. Et certaines personnes parmi les 10 ont fait appel. Oui. Donc on ne sait pas encore. Mais en tout cas, en première instance, tout le monde a été condamné pour harcèlement moral aggravé, et voilà, pour cette rumeur. Et il y a eu également une condamnation en diffamation. Oui. Et il y a cette poursuite aux États-Unis qui, là, est plus incertaine parce que ça va durer très longtemps. Il va falloir que Emmanuel et Brigitte Macron se déplacent aux États-Unis. C'est pas encore certain qu'il y ait même un procès, en fait. Parce que, l'avocat de Candace Owens a changé, donc ça repousse le procès. Voilà, mais c'est important cette démarche. Les uns et les autres, juste pour terminer, peut-être cette question de la justice, saisir la justice, parce que je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable parce qu'à un moment, il faut savoir laver son honneur, pas simplement dans les médias ou sur les réseaux sociaux, mais aussi devant la justice. Et c'est, je pense, la meilleure des cordes de rappel. Même si on peut perdre, il faut prendre le risque de perdre, mais je crois que c'est ce qui peut arrêter les gens. Parce que quand vous vous faites retrouver convoqué devant un tribunal et vous payez une amende, ça vous calme quand même. Mais Sibeth Ndiaye, c'est aussi un signal démocratique pour dire qu'il y a des frontières qu'on ne peut pas franchir. Et qu'en fait, le monde du digital et de l'Internet n'est pas un espèce de Far West où tout est possible et où rien n'a de conséquences. C'est aussi une vie réelle. Mais on sait aussi, parce que la justice, imaginons la justice condamne, c'est parce qu'elle est aux ordres. La justice innocente, c'est donc qu'ils avaient raison. Oui, mais il y a quand même l'amende ou la prison derrière. Je pense quand même, pour les purs et durs complotistes, ça ne changera jamais rien. De toute façon, quoi qu'il se passe, ils continueront à croire à ça. Mais pour le public que ça a touché au-delà de cette sphère de puristes, on va dire, là, ça peut quand même, heureusement d'ailleurs, compter et avoir de la valeur. Ouais. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir prolongé la discussion après ce nouveau numéro de la Fabrique du mensonge. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Fabrique du mensonge. Passez une très bonne nuit sur France 5. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. Brigitte, we have all her school pictures. Brigitte, we have all her school photos. While Brigitte, we have all...